Bonjour, bienvenue à cette troisième séquence consacrée aux questions du métamodèle. Je vous rappelle que les questions du métamodèle sont des outils qui vont nous permettre en fait de questionner le langage et à travers le langage, questionner la perception et donc découvrir la perception de la personne. Rappelez-vous que la perception est fabriquée à travers trois processus: la généralisation, la sélection et la distorsion. Et donc les questions du métamodèle vont respecter ces trois familles. C'est la raison pour laquelle nous avons trois types de questions du métamodèle: les questions de généralisation, les questions de sélection-omission et les questions de distorsion. Vous êtes prêts? C'est parti. Commençons avec les questions de généralisation. Il faut comprendre qu'il existe 4 schémas types concernant les questions de généralisation. Premier schéma type de généralisation, c'est ce qu'on appelle les quantificateurs universels. En fait, ce sont des termes qui vont avoir comme objectif d'exagérer, de généraliser. À chaque fois que vous allez entendre votre interlocuteur utiliser les termes suivants: tout, jamais, rien, toujours, vous êtes sûr que là, il est en train de généraliser. Et donc, il va falloir, ce qu'on appelle en PNL, casser ces généralisations, questionner ces généralisations pour les remettre en question. Et donc, un exemple, si votre interlocuteur vous dit jamais, par exemple, un client qui vous dit non, mais nous, on n'utilise jamais ce type d'outil, eh bien, vous pouvez lui poser la question suivante: jamais? Il va vous répondre non, non, jamais, 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 jamais. Enfin, si, ça arrive quelquefois, mais… Et là, vous avez réussi à casser la généralisation. Donc ça, c'est le premier schéma type de généralisation qui consiste donc à questionner tous les termes, les quantificateurs universels. Passons maintenant au deuxième schéma type de généralisation. Il s'agit des opérateurs modaux de possibilité. En fait, ce sont des termes que votre interlocuteur va employer pour exprimer des impossibilités. Exemple: je ne peux pas, c'est impossible. Dès que vous entendez ce type de terme, eh bien vous savez que là, il est en train de généraliser sur des impossibilités. Et donc là, il faut le questionner. Et la meilleure question, enfin l'une des meilleures questions, c'est tout simplement, pour quelle raison, ou qu'est-ce qui vous en empêche, qu'est-ce qui vous amène à penser que c'est impossible. Et là, vous êtes en train, derrière, de le pousser à vous expliquer et à prendre conscience par lui-même des raisons qui l'amènent aujourd'hui à généraliser l'impossibilité de l'action, par exemple. Et parfois, très souvent, il se rend compte qu'en fait, si c'est possible, mais à condition que, donc ça, il va y avoir d'autres choses qui seront en relation, mais en fait, c'est possible. Troisième schéma type de généralisation, c'est ce qu'on appelle les opérateurs modaux de nécessité. Autrement dit, ce sont des termes qui vont exprimer des obligations. Quelques exemples. Si vous entendez votre interlocuteur dire « il faut que nous n'avons pas le choix », eh bien là, il est en train d'exprimer des obligations. Et là, vous pouvez aussi questionner, parce que pour la plupart de ces obligations, de ces nécessités, elles sont en fait fabriquées sur des généralisations où derrière, si l'on creuse, on se rend compte qu'ils ne sont pas dans l'obligation, la personne n'est pas dans l'obligation de faire ça, c'est ce qu'elle a compris en généralisant. Un exemple de question que vous pouvez poser dans ce cas, c'est tout simplement, qu'est-ce qui se produirait si tu le faisais? Quatrième schéma type de généralisation, ce qu'on appelle l'origine perdue. En fait, il s'agit là d'une croyance qui est basée sur une origine inconnue. Un exemple très fréquent, par exemple, je pense aux vendeurs. Lorsque je suis en formation avec les vendeurs, il leur arrive de me dire oui, mais tu sais, Samir, le client est roi. Et donc, à ce moment-là, je leur pose la question: mais qui a dit ça? Qui a dit que le client est roi? Et en fait, les gens en formation se rendent compte que c'est ce qu'on dit, il s'agit d'une croyance collective, mais en fait, finalement, l'origine de cette croyance est inconnue, elle est perdue. Et donc, grâce à ma question, qui a dit ça? Qui a dit que le client était roi? Qui a dit qu'on ne pouvait pas, qu'il fallait absolument répondre à toutes les questions d'un client?
Généralement, là encore, j'ai cette objection lorsque j'explique en formation de vente qu'il ne s'agit pas, un bon vendeur ne répond pas à toutes les questions du client. Et donc là, les gens sont un peu surpris parce qu'ils ont voilà, cette notion du client roi. Et donc, je leur pose la question, mais qui a dit qu'il fallait répondre à toutes les questions du client? Vous n'êtes pas là pour répondre à toutes les questions du client, vous êtes là pour conseiller le client. Ce n'est pas la même chose. Il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence entre répondre aux questions d'un client, apporter des réponses à ces questions, et puis le conseiller. Donc voilà, là on vient de voir les 4 schémas types de la généralisation. Donc je les récapitule avec vous. Le premier schéma type qui est les quantificateurs universels, les opérateurs modaux de possibilité, les opérateurs modaux de nécessité, et puis l'origine perdue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez apprendre à bien écouter pour pouvoir identifier dans le discours de votre interlocuteur eh bien, l'un de ces 4 schémas types et vous adapter en questionnant de la meilleure façon qui soit grâce aux questions du métamodèle. Et là, vous allez pouvoir finalement vous intéresser à ce qu'il dit, vous intéresser à sa perception et même l'aider dans sa perception pour l'aider à ajuster sa façon de voir les choses et faire en sorte qu'il soit plus confortable et plus en confiance grâce à vous. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble les questions donc, de sélection ou d'omission. Il faut savoir qu'il existe 5 schémas types concernant les sélections-omissions. Premier schéma type. Il s'agit de la suppression simple. Dans la phrase de votre interlocuteur, il manque un élément important pour bien comprendre ce qu'il veut dire. Par exemple, imaginons que votre interlocuteur vous dise « je veux lui parler ». Eh bien là, ce qu'il manque, c'est de quoi il veut lui parler. Donc la question, tout simplement, c'est « de quoi veux-tu lui parler ?» Deuxième schéma type, la suppression de l'index de référence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la phrase employée par votre interlocuteur, le sujet ou le complément est trop vague. Exemple, imaginons que votre interlocuteur vous dise « elle ne veut pas me parler ». Eh bien la question c'est « qui ne veut pas te parler ?» Deuxième exemple, si votre interlocuteur vous dit « eh bien c'est ce qu'on nous a demandé de faire ». La question c'est « qui on ?» C'est qui on? Un autre bon exemple par rapport à la suppression de l'index de référence, il peut arriver que votre interlocuteur, au lieu d'utiliser le « je », utilise le « on ». Vous disent par exemple, voilà, donc on a décidé de changer. Là, à ce moment-là, la question c'est, quand tu dis on, c'est qui on? Enfin, je veux dire je, très bien, donc tu parles de toi. Oui, oui. Troisième schéma type de la sélection-omission, la suppression du comparatif. Un exemple, imaginons que vous soyez vendeur et que votre client vous dise « ah, mais c'est cher ». Eh bien là, en fait, ce qu'il ne vous dit pas, c'est avec quoi il compare votre prix. Donc la question, c'est toute simple, c'est cher par rapport à quoi? Quatrième schéma type de la sélection, les verbes non spécifiques. Imaginons que votre interlocuteur vous dise « elle s'est montrée désagréable ». La question à ce moment-là, c'est comment a-t-elle fait pour se montrer désagréable? En fait, il s'agit là d'amener votre interlocuteur à préciser sa pensée, à préciser ce qu'il entend quand il vous dit qu'elle a été désagréable. Cinquième schéma type de la sélection, ce qu'on appelle les nominalisations. Il s'agit là de verbes ou d'expressions utilisées pour exprimer une situation ou un comportement statique, des actions statiques. Et alors qu'il est possible que le comportement en fait qui est observé est lui dynamique, il s'agit d'actions dynamiques. Mais votre interlocuteur va utiliser une formulation qui va rendre l'action statique. Un exemple, imaginons un manager qui dise voilà, j'ai un collaborateur qui a décidé d'arrêter de travailler, il a arrêté de travailler. Donc on comprend bien que là, avec la formulation « il a arrêté de travailler », il a une perception statique concernant l'action menée par ce collaborateur. Et donc la bonne question à lui poser, c'est « eh bien explique-moi, quand il vient au travail, concrètement, qu'est-ce qu'il fait ?»
Autrement dit, il a la perception qu'il ne fait rien, qu'il a arrêté de travailler, qu'il ne travaille plus. Or, là, il est en train de généraliser. Et donc, pour l'aider, la bonne question, c'est, eh bien, si tu considères qu'il ne travaille plus, dis-moi concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Il est possible là que vous ayez des réponses, encore une fois, avec des généralisations, avec des quantificateurs universels du genre, bah, il ne fait rien. Et là encore, il faut creuser, rien, vraiment rien. Ah si, il fait des choses. Bon. Et donc là, vous aidez votre interlocuteur finalement à passer d'une perception d'une action statique à une perception d'une action plutôt dynamique. Et là, vous le rapprochez véritablement de l'expérience vécue réelle. Donc voilà, on vient de voir les 5 schémas types de la sélection. Donc je les récapitule avec vous. Premier schéma type, il s'agit de la suppression simple. Le deuxième schéma type, c'est la suppression de l'index de référence. Le troisième schéma type, c'est la suppression du comparatif. Le quatrième schéma type, c'est les verbes non spécifiques. Et le cinquième schéma type, ce sont les nominalisations. J'ai toujours des difficultés à dire ce mot nominalisation. Donc, à travers l'ensemble de ces 5 schémas, et donc qui représentent les schémas types de la sélection et omission, eh bien, vous avez ici des outils pour questionner le langage de votre interlocuteur et donc soulever les sélections, repérer, identifier les omissions, vous l'emmener à vous en parler. En tout cas, vous vous intéressez là encore à ce qu'il dit, à son langage, mais de façon très efficace, très habile, très subtile et de façon très constructive. Bref, vous améliorez votre communication et en plus, comme vous vous intéressez à son langage, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien vous vous intéressez à sa perception, vous vous intéressez à lui et donc là, vous le valorisez, vous boostez la confiance qu'il peut avoir en vous. Maintenant, je vous propose de voir ensemble la dernière catégorie de questions du métamodèle, à savoir les questions de distorsion. Il existe 3 schémas types concernant la distorsion. Premier schéma type, ce qu'on appelle le cause à effet. Autrement dit, X cause Y. Un exemple. Imaginons que votre interlocuteur vous dise « ils ne sont pas d'accord, ça me rend triste ». Donc là, la question à lui poser, c'est « en quoi le fait qu'ils ne soient pas d'accord te rend triste ?» L'idée, c'est, avec votre question, c'est de casser la causalité. En effet, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord que forcément ça doit leur rendre triste. Deuxième schéma type, la lecture de pensée. Votre interlocuteur, en fait, a une interprétation de ce qui se passe. Un exemple. Imaginons que votre interlocuteur vous dise « mon client n'est pas satisfait ». La question à lui poser, c'est qu'est-ce qui te permet de dire que ton client n'est pas satisfait? Comment sais-tu que ton client n'est pas satisfait? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Que t'a-t-il dit qui t'amène à penser qu'il n'est pas satisfait? Troisième schéma type, les équivalences complexes. X prouve Y. X est la première expérience et la première expérience prouve Y, la deuxième expérience. Votre interlocuteur se base sur la perception qu'il a d'une expérience pour donner le sens à une autre expérience. Un exemple. Imaginons que votre interlocuteur vous dise « je n'y arrive pas », ça veut dire que ce n'est pas possible. Donc là, la question c'est en quoi le fait que tu n'y arrives pas signifie que c'est impossible. En effet, il part du fait que lui n'y arrive pas. Et comme il n'y arrive pas, cela lui prouve que c'est impossible. Selon lui, c'est impossible. X prouve Y. Et donc là, pour casser cette relation entre X et Y, donc là, vous pouvez lui poser la question, en quoi le fait que tu n'y arrives pas signifie que c'est impossible? Avec ces questions, vous avez des chances d'amener la personne à prendre conscience de ces généralisations, de les casser. Et puis, encore une fois, vous interrogez son langage, puisque vous interrogez ses mots. C'est ce que j'appelle, moi, parfois en formation, questionner le langage, questionner les mots du client.
grâce à ces questions du métamodèle, que ce soit les questions de généralisation, les questions de sélection, omission et des questions de distorsion, eh bien, vous avancez dans la relation, vous avancez dans la communication, vous avancez dans l'échange, toujours centré vers l'autre, vers ce qu'il dit, et à travers ça, vous pouvez questionner eh bien, donc son langage et derrière sa perception des choses. Et vous êtes avec lui une personne aidante, une ressource à ce moment-là, parce que vous l'aidez finalement à casser toutes ces généralisations sur lesquelles il s'est installé pour percevoir le monde. Généralisation, sélection et aussi évidemment distorsion. Donc voilà, nous venons de voir ensemble les 3 familles de questions du métamodèle, des questions qui sont très efficaces, qui sont très utiles. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous entraîner avec votre entourage, questionner ce que les personnes vous disent, questionner les propos, essayer de détecter les généralisations, les sélections, les distorsions, aller encore plus loin pour essayer de détecter de quel schéma type il s'agit. Vous allez progresser dans l'art finalement du questionnement. Et en questionnant le langage, vous allez ainsi booster la confiance de votre interlocuteur parce que pour une fois, quelqu'un va vraiment s'intéresser à ce qu'il dit et donc s'intéresser à sa façon de voir les choses, donc finalement s'intéresser à lui. D'ailleurs, pour terminer cette séquence sur ce module, sur les questions du métamodèle pour booster la confiance, eh bien, je veux faire le lien avec ce qu'on appelle la reconnaissance. En effet, la reconnaissance est l'un des leviers de motivation les plus importants. Grâce à la reconnaissance que vous pouvez faire preuve, que vous pouvez donner à votre interlocuteur, eh bien, vous augmentez ainsi la confiance qu'il a en vous parce que la reconnaissance, c'est vraiment notre besoin fondamental. Nous avons fondamentalement besoin de reconnaissance. La preuve, nous avons besoin des autres pour vivre. Nous avons besoin des autres pour exister. Seuls, nous ne pouvons vivre. Nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des êtres qui avons besoin d'être entourés, d'avoir autrui, l'alter ego. C'est très important. Finalement, les autres sont comme des miroirs. On se voit à travers les autres. On existe à travers les autres. Et sans les autres, seuls, on a le sentiment de ne pas exister. Donc vous comprenez le jeu de miroir qui peut s'installer entre 2 personnes qui communiquent, combien il peut être important si vous jouez ce jeu de miroir intelligent qui, à travers vos questions, eh bien, amène la personne finalement à voir à travers le miroir sa propre perception, ses propres généralisations, ses propres interprétations, ses propres lectures de pensée, etc. Et donc ça, c'est très important de bien comprendre ça et de le relier à la reconnaissance, besoin fondamental de l'être humain. Pour l'illustrer, eh bien, ce que je vous propose, c'est de regarder, d'ailleurs je vous conseille de regarder ce film, si ce n'est pas déjà fait, le film qui s'intitule Seul au monde, avec Tom Hanks. Dans ce film, Tom Hanks donc, prend un avion parce qu'il travaille pour une compagnie de transport. Et il y a un crash aérien, il se retrouve tout seul sur une île, complètement seul. Alors il réussit à subvenir à ses besoins physiologiques, il réussit à trouver de quoi manger, il réussit à trouver de quoi boire, de quoi se vêtir, de quoi se protéger contre les intempéries. Il réussit comme ça à survivre, à subvenir à ses besoins primaires en tout cas. Et pour autant, on le voit dans le film, il y a une scène où on comprend qu'en fait, il essaye de mettre fin à ses jours, il essaye de se suicider. Pourtant, voilà, il est bien, il est sur une plage, sur une île, désert, tranquille, il y a le soleil, il y a la mer, le sable, il a tout ce qu'il lui faut. Et pour autant, il essaye de mettre fin à ses jours. Pour quelle raison? Mais parce qu'il est seul. D'ailleurs, on le comprend bien lorsqu'à un moment donné, dans le film, il faut, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, eh bien, je vous laisse découvrir, mais pour les autres, je vous rappelle la scène où la mère ramène tous les jours des objets et parmi ces objets, un jour, il trouve, vous savez, un patin à glace. Et donc, il utilise le patin comme couteau, la lame du patin comme couteau pour tailler du bois, tailler des branches, etc. À un moment donné, la mère lui rapporte aussi un ballon de volley, et donc de la marque Wilson. Et donc, pensant que ça lui est inutile sur une île déserte, un ballon de volley, il le met de côté. À un moment donné, donc, il est en train d'utiliser son patin à glace pour couper une branche,
et malencontreusement, il se coupe la main, il se blesse ici au niveau de la main et il se met à saigner. Donc il se met en colère, il commence à hurler, et puis il saisit ce qui traîne autour de lui, il saisit le ballon, et puis avec un geste de colère, il le jette plus loin. Donc on recommence. Et donc dans un geste de colère, il prend le ballon et il le jette plus loin. Plus tard dans le film, il est allongé, puis il regarde ce ballon, et en fait, la trace de sang de la main sur le ballon eh bien, a formé comme l'expression d'un visage avec les yeux, le nez, la bouche, et au-dessus le nom de la marque du ballon, Wilson. Et donc là, il commence en fait à voir quelqu'un d'autre. Il commence à avoir un visage en face de lui, et il commence à parler avec ce ballon. Finalement, Wilson devient son compagnon, devient son ami. Et c'est grâce à la présence de Wilson que finalement il réussit à se parler à lui-même. À travers Wilson, finalement, il se parle à lui-même. Et donc il réussit à mettre en place des stratégies, une stratégie efficace pour réussir à sortir de cette île en construisant un radeau. Et il réussit grâce finalement à la présence de Wilson. D'ailleurs, dans le film, on le voit bien, il considère vraiment Wilson plus qu'un compagnon, c'est même un ami, puisqu'à un moment donné dans le film, lorsqu'il est sur le radeau et qu'il quitte l'île, Wilson est sur le radeau avec lui, évidemment, et il s'endort, et quand il se réveille, il se rend compte que Wilson n'est plus là. En fait, le ballon est tombé à l'eau, il l'aperçoit au loin, il décide de plonger pour sauver Wilson, récupérer ce ballon finalement, et donc il saute, il plonge, il nage vers le ballon. À un moment donné, il se rend compte que là, s'il ne saisit pas la corde du radeau, il risque de perdre le radeau et donc de se noyer. Donc il repart en arrière, il nage à nouveau vers le radeau, il saisit la corde, avec la corde il repart vers Wilson, il s'avance vers lui, et puis Wilson s'éloigne avec le courant, et donc là il décide de lâcher la corde pour essayer de récupérer le ballon. Il plonge, il va pour récupérer Wilson, il nage vers Wilson, et là il se rend compte qu'il est vraiment à la limite et qu'il doit faire un choix, soit le radeau, soit Wilson. Et comme sa survie passe avant tout, évidemment, il décide de revenir au radeau et d'abandonner Wilson. Et il en est très triste et très malheureux, puisque une fois sur le bateau, sur le radeau, il pleure toutes les larmes de son corps. Wilson était vraiment devenu un ami, quelqu'un. C'est une scène qui est très poignante, alors que ce n'est qu'un ballon, et on doit reconnaître les talents de cet acteur formidable qui est Tom Hanks. Mais qu'est-ce qu'on comprend à travers cette scène et ce film? C'est que vraiment, seul au monde, nous ne pouvons pas vivre. Nous avons besoin, pour vivre, pour exister, pour survivre, nous avons besoin des autres. Nous sommes des êtres sociaux. Et pour quelle raison? C'est parce que nous existons à travers le regard de l'autre. L'autre nous donne l'occasion d'exister. Et donc, c'est ce qu'on doit comprendre avec les questions de violation du métamodèle, parce qu'elle s'appelle aussi comme ça, question de violation du métamodèle, parce qu'il s'agit finalement de casser les généralisations, donc de remettre en question les sélections, omissions, les distorsions, et donc finalement de reconnecter le métamodèle de la personne avec l'expérience, la réalité concrète. Et donc, avec toutes ces questions, vous pouvez donner ce dont nous avons tous besoin d'un miroir, besoin finalement de reconnaissance, parce qu'à travers ces questions, vous vous intéressez à la perception de l'autre. Pour une fois, quelqu'un reconnaît sans jugement, avec bienveillance, avec bonne foi, quelqu'un reconnaît votre façon de voir les choses, s'intéresse à vous. Et c'est là le cœur finalement du processus qui permet de booster la confiance grâce aux questions du métamodèle, puisque c'est une occasion formidable pour vous de faire preuve de reconnaissance. Et quand on sait que c'est le besoin fondamental de l'être humain, la reconnaissance, vous comprenez combien il est important que lorsqu'on est manager ou lorsqu'on est vendeur ou lorsqu'on est simple salarié et qu'on veut communiquer avec son employeur ou dans la sphère privée avec sa famille, les membres de sa famille, son mari, sa femme, ses enfants, ses voisins, tous les gens qui nous entourent et qui sont importants autour de nous, vous comprenez combien les questions du métamodèle peuvent être vraiment utiles. Pour ça, il faut pratiquer. Moi, je me souviens, lorsque j'ai découvert
ces questions lors de ma formation et ma certification à Montréal en programmation neurolinguistique. Moi, j'étais avec un compagnon, l'un des stagiaires qui était avec moi, et on s'entraînait tous les soirs à questionner le métamodèle. C'était devenu presque même un jeu entre nous. Et c'est grâce à ça aujourd'hui que je maîtrise les questions du métamodèle. C'est vraiment une question de pratique. Voilà, donc j'espère que vous comprenez comment désormais vous pouvez booster la confiance de votre interlocuteur. C'est en vous centrant sur lui, en vous centrant sur son langage, notamment en le questionnant. Et vous découvrez donc qu'en questionnant grâce aux questions du métamodèle, finalement, ça vous permet de questionner sa perception, sa carte du monde, et ça vous permet de faire preuve auprès de lui de ce dont il a le plus besoin, de reconnaissance. On a trop malheureusement le cas en communication où la personne qui parle finalement parle d'elle, que ce soit un vendeur, que ce soit un manager, elle parle d'elle au lieu de s'intéresser aux autres. C'est vraiment fondamental dans la communication. Pour booster la confiance de l'autre, questionnez-le, et pour ça, les questions du métamodèle sont très très efficaces. Super. Alors, ce module est terminé. Je vous donne rendez-vous dans le prochain module. Un prochain module qui va être important parce que là, dans le prochain module, on va voir comment faire pour encore mieux comprendre son interlocuteur. Oui, parce que au-delà des questions du métamodèle, on peut encore mieux comprendre son interlocuteur selon la PNL, et c'est ce que je vous propose de découvrir dans le prochain module. À très vite.